Nous sommes en 1996. Je gagne enfin ma vie avec les mots. Pas avec ceux dont j'avais rêvé, mais avec ceux qui se vendent. Un roman grand public sur la table, des tasses ébréchées, des pages partout, et cette habitude de vivre la nuit, comme si le jour appartenait aux autres. Depuis Shelby, il n'y a pas eu d'autres femmes. Ou plutôt, il y a eu des silhouettes, des parenthèses, des oublis rapides. Rien qui mérite un chapitre. Mon cœur s'est refermé sur sa solitude comme on referme une porte pour que le vent ne s'engouffre plus. Je cherche une métaphore pour décrire une scène que je n'ai pas envie de raconter. C'est là que le téléphone sonne. Je laisse sonner une fois. Je me dis, l'éditeur, un journaliste, une erreur. La sonnerie insiste. Alors je décroche. Allô? Un souffle, un léger essoufflement, une hésitation. Joël, c'est Evelyne. Le monde fait un léger décalage. Il y a quelques secondes, j'étais dans un appartement de fiction, avec deux personnages qui se disputaient sur un canapé qui n'existe pas. Et d'un coup, je suis ramené au 12 juin 1989. Une cour de mairie, du riz collé aux cheveux d'une mariée blonde. Evelyne. La femme de mon frère. La première robe blanche que j'ai vraiment regardée. Je la vois rarement, toujours avec Marc, avec la famille, avec le monde. Et là, elle m'appelle moi. Evelyne? Oui, c'est moi. Excuse-moi de te déranger. Je n'étais pas sûre que ce soit encore ton numéro. C'est toujours le même? Je n'ai rien d'autre à ajouter. Elle continue, comme si les mots risquaient de s'évaporer. J'aurais besoin de te voir. C'est important. Je préférerais t'en parler en face. C'est un peu délicat. Mon premier réflexe serait de demander « C'est à propos de Marc ?» mais la question reste coincée. D'accord. Quand tu veux. Ce soir, je finis assez tôt. Je peux passer chez toi. On m'a donné ton adresse il y a quelques mois. Je regarde l'appartement, les livres, les pages, le désordre, ce que j'appelle ma vie. Ce soir, oui. Vers 19h? D'accord. Merci Joël. Quand je repose le combiné, l'appartement n'est plus tout à fait le même. Je ne fais rien évidemment, je devrais ranger. J'empile 2-3 feuilles, je déplace une tasse, je fais semblant que ça change quelque chose. La sonnette. Je descends ouvrir. 3e étage sans ascenseur, on arrive toujours chez moi un peu essoufflé, comme si c'était déjà une confession. La porte s'ouvre. Salut. Salut. Ses traits se sont affinés, quelques petites rides au coin des yeux. Ses cheveux blonds relevés dans un chignon moins parfait que dans mes souvenirs. Mais c'est elle. Le même regard bleu, étonnamment direct. Je m'écarte. Entre. Elle fait quelques pas. Son regard glisse sur les livres, sur la table encombrée, sur la fenêtre sans rideau. C'est très toi. Je décide que c'est un compliment. Elle enlève son manteau. Poule bleu marine, jean, chaussures simples. Une alliance à son doigt. Je détourne les yeux. Tu veux quelque chose? Café? Thé? Un verre d'eau, ce sera très bien. Je vais dans la cuisine. Mes mains tremblent un peu. L'eau coule plus longtemps que nécessaire. Quand je reviens, elle s'est assise au bout du canapé, le sac à ses pieds, les mains jointes. Je lui tends le verre. Nos doigts se frôlent. Merci. Je m'assois en face, trop droit, trop loin. Une table basse nous sépare, encombrée de feuillets. Un silence s'installe.
un silence de début, de choses fragiles. Elle le rompt. Tu as beaucoup publié ces derniers temps. J'ai vu tes livres en vitrine. Tu vis de ça maintenant? Oui, j'écris des histoires qui payent le loyer. Elle acquiesce, comme si ça confirmait quelque chose qu'elle savait déjà. Le verre d'eau reste intact dans ses mains. Elle le tourne entre ses doigts. Puis elle pose une phrase, calme. Si je suis là, Joël, ce n'est pas pour te parler de tes livres. Je m'en doutais. Elle inspire, profondément. C'est à propos de Marc. Je baisse les yeux vers mes pages. Des personnages de papier me regardent sans comprendre qu'ils vont être remisés au second plan. Qu'est-ce qui se passe? Elle hésite. Ses yeux se remplissent de quelque chose qu'elle retient encore. J'aurais préféré que ce soit une histoire, un de tes romans. Mais ce n'en est pas une. Elle pose enfin le verre d'eau. Je ne sais pas encore, mais ce qu'elle s'apprête à me dire va faire remonter 1989 d'un bloc, fissurer ma solitude et trouver sa place, un jour, dans le livre que j'appellerai « Le printemps de l'aube ». On essaie d'avoir un enfant depuis des années, dès le début du mariage. On s'est dit que c'était la suite logique. La maison, le chien, l'enfant. Elle sourit sans joie. Au début, on n'a pas voulu s'inquiéter. Ça viendra quand ça viendra. Et puis, ça n'est pas venu. Je ne dis rien, j'attends. Elle se penche légèrement en avant. J'ai fait des tests, analyses, examens, tout. Résultat, tout va bien. Féconde, comme ils disent. Le mot m'est resté en travers de la gorge. Donc le problème ne vient pas de moi. Je sens venir la suite. Je la redoute déjà. J'ai parlé à Marc. Je lui ai proposé qu'il fasse lui aussi des tests, juste vérifier. Il l'a très mal pris. Il a dit que sa virilité n'était pas une affaire de laboratoire, que si problème il y avait, ce ne pouvait être que de mon côté, que lui, il était sûr de lui. Elle serre ses mains l'une contre l'autre. On s'est disputé, plusieurs fois. Je ne vais pas te raconter les détails. Tu connais assez bien Marc pour deviner. Je pense à mon frère adolescent, sûr de ses notes, sûr de ses choix, sûr de ses jugements. Je l'imagine adulte, avec les mêmes certitudes, armé d'un costume et d'un salaire. Ma voix me surprend moi-même. Et toi? Tu veux vraiment un enfant? Elle relève la tête comme si la question la touchait physiquement. Oui, Pas d'emphase, pas de geste, juste ce « oui » qui tombe entre nous. C'est important? Elle laisse échapper un souffle. c'est devenu tout. Je me vois vieillir sans enfant, sans personne à qui transmettre quoi que ce soit. Et pendant ce temps, Marc fait comme si le problème n'existait pas, comme s'il allait se résoudre tout seul. Je ne veux pas vivre dans ce déni-là. Je ne veux pas qu'il m'emmène dans sa fierté blessée. Je n'ai pas ce luxe. Je sens la phrase suivante approcher comme on sent un orage avant que le ciel ne se couvre. Je demande, alors que je sais déjà. Pourquoi tu me racontes ça à moi? Elle baisse les yeux. Quand elle les relève, il y a dedans une détermination étrange, mêlée de honte. Parce que j'ai pensé à toi. Un silence. Cette fois, c'est moi qui agrippe les accoudoirs. Tu es son frère. Vous avez la même origine, le même patrimoine, comme diraient les médecins. Si l'obstacle c'est lui et pas moi, alors il y a une manière de le contourner sans que... Elle s'interrompt. Je sens mon cœur battre dans ma gorge. sans qu'il le sache. Je fixe un point indistinct derrière elle. La bibliothèque, les dos des livres, tout ce que je préfère regarder d'habitude au lieu des gens. Evelyne, Je ne suis pas en train de te proposer une histoire d'amour.
Je ne veux pas remplacer Marc. Ce n'est pas ça. Ce que je te demande, c'est purement génique, pratique. Je veux un enfant qui soit de moi, un enfant qui soit autant que possible de lui. Et tu es la seule façon que j'ai trouvée pour que ce soit presque vrai. Je reste muet. Je sens un froid me remonter le long de la colonne vertébrale. Les mots sortent enfin, lentement, comme s'ils m'écorchaient. Tu me demandes que je te fasse un enfant. Sans que Marc le sache. Elle ne détourne pas le regard. C'est moi qui ai envie de regarder ailleurs. Il y a un moment où mon cerveau de romancier se détache légèrement de la scène et observe. Situation de fiction, pense-t-il. Et je me déteste de penser ça. Je ferme les yeux une seconde. Quand je les rouvre, elle est toujours là. Pas un personnage. Evelyne. Ma voix sort plus rauque que prévu. Tu te rends compte de ce que tu me demandes? De ce que ça implique? Pour toi? Pour moi? Pour lui? Elle inspire profondément. Oui. 1996. Je vis seul. Je gagne ma vie avec de faux drames. Et pour la première fois depuis longtemps, un vrai drame s'assoit en face de moi, avec les yeux bleus d'Evelyne.